Au cœur de cette dynamique se trouve un enjeu clair. Comprendre comment une amélioration limitée peut ou non se transformer en stabilité durable pour les communautés rurales. Les premiers signes, routes partiellement rouvertes, déplacements moins contraints, reprise hésitante de certaines activités agricoles, ne constituent pas une promesse de résolution rapide, mais ils redéfinissent les attentes des populations après des années d'incertitude. C'est ici que le véritable pari commence. Si les efforts de sécurisation se maintiennent, ils pourraient créer les conditions minimales permettant la reconstruction progressive des services essentiels, la circulation plus fluide de l'information et le retour gradué des familles déplacées. Mais un point reste suspendu, et c'est là le micro-hook. Ces avancées, encore fragiles, peuvent-elles résister à la pression persistante exercée dans les zones les plus éloignées, où les dynamiques locales demeurent imprévisibles? La première surprise vient d'un constat simple. En l'espace de quelques semaines, les zones les plus difficiles d'accès du nord du Burkina Faso ont vu réapparaître une mobilité partielle que l'on croyait impossible si tôt. La seconde repose sur un chiffre qui a circulé rapidement parmi les équipes locales. Plus de 300 combattants neutralisés pendant la séquence d'octobre-novembre, signe d'une pression opérationnelle inhabituelle pour cette région longtemps marquée par l'immobilisme. Ces deux éléments, combinés à l'usage intensif de drones de surveillance, ont servi de déclencheur pour revisiter la manière dont les habitants interprètent les décisions prises à Ouagadougou sous Ibrahim Traoré, en particulier lorsqu'elles modifient la perception du terrain. Ce moment charnière s'inscrit dans une trajectoire de près d'une décennie d'instabilité. Depuis l'apparition et la dispersion de groupes armés dans de nombreuses localités rurales, l'ensemble du pays a dû composer avec des déplacements massifs, l'interruption des services essentiels et la fragmentation progressive des circuits économiques. Des villes comme Djibo, Arbinda ou Yamba sont devenus les symboles silencieux d'un conflit qui déborde largement le registre militaire, affectant simultanément l'organisation communautaire, la circulation des biens et la continuité administrative. La phase amorcée à partir de 2025 ne constitue pas une rupture nette, mais elle met en lumière une différence de nature. Les opérations se succèdent désormais avec une régularité nouvelle, appuyée par une coordination plus cohérente entre unités au sol et moyens aériens. Les premières réouvertures d'axes routiers, même limités, ont permis aux équipes d'évaluer rapidement l'état de tronçons longtemps abandonnés, de transporter du matériel essentiel et de faciliter la circulation d'informations jusque-là fragmentaires. Les retours prudents de certaines familles déplacées, bien qu'encore minoritaires, signalent une autre transformation, celle où les communautés testent à nouveau la possibilité de reprendre des gestes du quotidien. Ces avancées restent fragiles, mais elles marquent une étape où les améliorations ponctuelles cessent d'être de simples exceptions et deviennent, peu à peu, des repères pour analyser l'évolution du rapport de force dans un environnement toujours imprévisible. Dans plusieurs localités du nord et du centre-nord, les habitants ont joué le rôle de premiers observateurs, car eux seuls pouvaient comparer la situation nouvelle avec les longues périodes d'immobilité des années précédentes. Leur perception a servi de fil conducteur pour comprendre comment les opérations de surveillance, puis les déploiements successifs ont modifié le quotidien. Les récits qui remontent depuis ces zones mettent souvent en avant un même enchaînement. Un lieu longtemps déserté, puis l'apparition régulière d'unités de sécurité, enfin la reprise prudente de gestes du quotidien que l'on pensait durablement interrompus. Une microcase revient fréquemment dans les témoignages. Dans un village proche de la frontière interne entre deux régions administratives, des commerçants ont constaté qu'ils pouvaient rallier un marché local après des mois d'interruption. Ce déplacement, modeste en apparence, a permis de rétablir des échanges de proximité et de vérifier si les axes demeuraient praticables au fil des jours. La possibilité de transporter de petites quantités de vivres ou de matériel a ensuite favorisé une réactivation partielle d'activités qui dépendaient entièrement de la circulation locale. Une seconde microcase se dégage du retour de certains enseignants. Dans une commune autrefois marquée par l'absence prolongée d'élèves, quelques classes ont revu des enfants après les premières opérations coordonnées de fin octobre. Les salles ne sont pas pleines et la situation reste instable, mais ce regain a suffi
pour relancer un minimum de rythme scolaire, permettant aux parents d'évaluer s'il devenait à nouveau possible d'assurer une présence régulière. Ces effets précoces ne constituent ni une garantie ni une tendance irréversible, mais ils indiquent un point central. Les gestes retrouvés servent d'indicateurs plus sensibles que les chiffres. Le déclenchement s'opère lorsque les drones commencent à quadriller, fin octobre, des zones longtemps réputées impraticables. Leur vrombissement régulier sert de premier signal. Les appareils survolent des secteurs isolés, enregistrent des mouvements, tracent des couloirs et transmettent des images aux équipes déployées au sol. L'objectif est clair, établir une cartographie exploitable avant tout déplacement majeur. Ce travail préparatoire, discret mais continu, marque l'ouverture d'un cycle opérationnel plus structuré que ceux des années précédentes. Les habitants, confrontés depuis longtemps à l'immobilité forcée, perçoivent cette étape comme une rupture subtile, même s'ils ignorent encore son ampleur réelle. Sous la conduite des décisions prises à Ouagadougou sous Ibrahim Traoré, les premières analyses issues de ces survols orientent la suite immédiate des opérations. La seconde séquence commence lorsque certaines routes, déclarées impraticables depuis des mois, voient réapparaître une circulation partielle. Les équipes locales transportent du matériel essentiel, vérifient des tronçons, puis évaluent la possibilité d'acheminer des vivres. Cette progression n'a rien de spectaculaire. Elle se construit par paliers courts, chaque déplacement servant à confirmer ou infirmer l'état réel d'un axe. Dans plusieurs communes, cette réouverture relative devient un point haut inattendu. Les marchés de proximité sont alimentés de nouveau, même avec un rythme réduit. Les exploitations agricoles, dans les zones où les risques sont jugés gérables, recommencent à fonctionner. Les familles déplacées envisagent timidement un retour ponctuel dans leur localité d'origine. Ces mouvements, encore fragmentaires, donnent l'impression d'une tension qui cède par endroits, permettant une respiration après des mois d'enfermement géographique. Les inspections menées par les unités au sol renforcent ce moment d'accélération. Caches d'armes découvertes, points de passage contrôlés, zones vidées de présence hostile. La séquence prend alors la forme d'un enchaînement coordonné où chaque action prolonge la précédente sans créer de confrontation prolongée. La troisième phase correspond à la rémanence, cette période où les effets s'installent sans produire pour autant une stabilisation garantie. Dans certaines localités, les échanges d'informations deviennent plus fluides. Les représentants communautaires identifient des zones où la présence armée aurait reculé, ouvrant la voie à des retours limités mais réguliers. Les équipes de terrain confirment une meilleure coordination entre postes de sécurité ainsi qu'une utilisation plus structurée des moyens disponibles. Les activités économiques, même modestes, produisent un léger effet multiplicateur. Quelques marchés fonctionnent par intermittence, des commerçants testent de nouveau les trajets courts, des cultivateurs retournent sur des parcelles abandonnées. Dans les secteurs proches des frontières administratives, toutefois, la prudence domine. Les mouvements armés restent imprévisibles. Les distances importantes compliquent la logistique. Les communications demeurent irrégulières. Les unités doivent ajuster leur position, parfois quotidiennement, pour éviter les ruptures dans la progression observée. Cette rémanence illustre les limites et les possibilités du moment. Les avancées ne sont ni spectaculaires ni homogènes, mais elles composent une chronologie cohérente. Drone, mobilité partielle, opération ciblée, retour prudent, puis reprise graduelle d'activité vitale. Chaque étape dépend étroitement de la précédente, créant un fil ténu qui, s'il se maintient, pourrait annoncer une dynamique différente de celle des années passées. La dynamique récente apparaît clairement lorsqu'on observe un premier indicateur. Le passage d'opérations ponctuelles à une phase où plus de 300 combattants ont été neutralisés en quelques semaines, montrant un décalage net entre la pression exercée avant la séquence d'octobre et celle constatée au cours des interventions coordonnées. Ce chiffre illustre une intensification ciblée, soutenue par la collecte d'informations plus régulières grâce aux drones et aux repérages successifs. Le deuxième élément quantifiable concerne les infrastructures logistiques utilisées par les groupes armés, une dizaine de caches d'armes découvertes et démantelées. Ces sites, souvent situés dans des zones reculées, constituent des points centraux pour stocker du matériel essentiel, ce qui explique pourquoi leur destruction perturbe les circuits internes des groupes encore actifs.
Dans ces cas précis, l'association entre surveillance aérienne et signalements locaux a joué un rôle structurant, permettant aux équipes au sol de confirmer des repères géographiques jusque-là difficiles d'accès. La suppression de ces caches n'élimine pas les capacités de réorganisation, mais elle crée une discontinuité matérielle qui complique les déplacements et les approvisionnements. Le troisième indicateur porte sur la diminution de plus de 40% du nombre de personnes déplacées enregistrées sur une période de quelques mois. Cette baisse ne doit pas être interprétée comme une stabilisation durable, mais comme un mouvement révélateur de retour ponctuel dans certaines communes rurales. Les familles testent la possibilité de revenir à proximité de leurs terres, de vérifier l'état de leur habitat ou de relancer des activités agricoles réduites. Les équipes de terrain soulignent que ces retours demeurent souvent temporaires car les services essentiels, éducation, santé, approvisionnement, ne sont pas encore pleinement rétablis. Toutefois, cette tendance indique un impact social mesurable des opérations puisqu'elle touche directement les conditions de vie des communautés les plus exposées depuis des années. Le quatrième indicateur, enfin, concerne le taux de réussite des interventions, estimé à plus de 80% pour les opérations ciblant des points identifiés par drone ou par remontée d'informations locales. Ce pourcentage, élevé dans un contexte où la géographie rend les déplacements difficiles, signale une évolution marquée dans la précision des actions. Les interventions reposent moins sur des manœuvres étendues et davantage sur une séquence structurée, repérage aérien, confirmation au sol, neutralisation ciblée. Les équipes soulignent que cette méthode réduit les confrontations prolongées, limite les risques pour les civils et améliore la capacité à anticiper les mouvements. La coordination renforcée qui en découle s'inscrit dans les orientations stratégiques portées depuis Ouagadougou, où les décisions encadrées sous Ibrahim Traoré cherchent à combiner présence au sol, participation communautaire et outils technologiques. Pris ensemble, ces 4 indicateurs ne forment pas une preuve définitive d'une stabilisation durable, mais ils composent un ensemble cohérent pour lire l'évolution du rapport de force à la fin de 2025. Les neutralisations enregistrées, les caches détruites, la baisse du nombre de déplacés et la réussite accrue des opérations traduisent un changement mesurable dont l'ampleur dépendra de la capacité à maintenir une régularité dans les dispositifs actuels. Ce faisceau de données, limité mais précis, permet d'apprécier les transformations en cours sans surestimer leur portée dans un contexte où chaque avancée demeure exposée aux fluctuations locales. Deux lectures s'affrontent lorsqu'il s'agit d'évaluer la portée réelle des opérations menées depuis la fin d'octobre au Burkina Faso. La première, souvent avancée par les observateurs qui suivent de près l'évolution des zones rurales, met en avant les signes tangibles, reprise partielle de routes, retour prudent de familles déplacées, marchés fonctionnant par intermittence, ainsi qu'une coordination accrue entre unités au sol et moyens aériens. Selon cette thèse, les neutralisations de combattants, la découverte d'une dizaine de caches d'armes et la baisse de plus de 40% du nombre de personnes déplacées témoignent d'une phase où les dispositifs techniques et la collecte d'informations prennent un rôle central. Dans ce schéma, les améliorations observées ne sont pas des anomalies, mais les effets logiques d'un cycle opérationnel plus structuré, capable de modifier la dynamique locale de manière progressive. La seconde thèse adopte une position nettement plus prudente. Elle rappelle que les groupes armés opèrent de manière dispersée, qu'ils se réorganisent rapidement et qu'ils ne dépendent pas toujours de chaînes logistiques centralisées. Dans cette perspective, la neutralisation de centaines de combattants ou la destruction de caches ne garantit pas une réduction durable de la violence, car les mouvements peuvent réapparaître dans les zones frontalières difficilement sécurisées. Les retours constatés parmi les familles déplacées restent fragiles, et les services essentiels demeurent trop instables pour soutenir une reconstruction régulière. Les résultats récents, même lorsqu'ils sont positifs, ne suffisent pas à conclure à une trajectoire stable tant que les dynamiques locales restent susceptibles de basculer en quelques jours. La réponse la plus cohérente consiste à articuler ces deux points. Les données disponibles montrent bien un changement mesurable. Opérations plus régulières, surveillance aérienne structurée, coordination renforcée, effets concrets sur la mobilité et les retours. Mais ces avancées ne disposent pas encore d'un socle suffisamment robuste
pour dépasser les fluctuations propres aux zones éloignées, où la géographie, les distances et la fragmentation communautaire continuent de limiter la stabilité. La réalité observable n'est ni une amélioration irréversible, ni une stagnation totale. Elle se situe dans une zone intermédiaire où chaque progrès reste dépendant de sa capacité à se maintenir face aux incertitudes. Un basculement discret s'opère. Dans les semaines qui suivent les premières opérations coordonnées, plusieurs signaux indiquent que la dynamique du conflit ne suit plus exactement les schémas des années précédentes. Les échanges réguliers entre responsables locaux, équipes de sécurité et communautés deviennent plus fréquents, permettant d'identifier des zones où la présence armée recule momentanément. Pour les habitants, cette évolution crée une fenêtre d'action qui n'existait pas auparavant, même si elle reste fragile et dépend fortement des conditions locales. Dans certaines communes rurales, cette coordination plus fluide se traduit par la reprise de gestes longtemps abandonnés. Marchés fonctionnant par intermittence, parcelles cultivées de nouveau, circulation limitée mais plus régulière. Ces signaux modestes mais répétés montrent que les effets des opérations ne se cantonnent plus au domaine militaire. Ils influencent directement la manière dont les familles évaluent la possibilité de vivre à court terme sans être paralysées par la menace permanente. Ce midpoint révèle surtout un enjeu stratégique. Transformer ces améliorations ponctuelles en trajectoires plus stables, dans un cadre où les décisions prises à Ouagadougou sous Ibrahim Traoré structurent l'arrière-plan mais ne suffisent pas à elles seules à garantir la continuité. La durabilité reste pour l'instant la question centrale. Les évolutions récentes observées au Burkina Faso produisent des effets distincts selon les groupes directement exposés aux transformations du conflit. Ces répercussions ne pointent ni vers une stabilisation complète, ni vers un retour à l'immobilité, mais vers un entre-deux complexe où chaque amélioration reste dépendante de sa capacité à durer. Pour les populations rurales, les changements les plus perceptibles se concentrent autour de la mobilité et des activités agricoles. Certaines routes, autrefois fermées pendant des mois, redeviennent praticables de manière intermittente, permettant aux familles de circuler sur de courtes distances. La baisse de plus de 40% du nombre de personnes déplacées illustre cette tendance. Plusieurs ménages testent la possibilité d'un retour progressif vers leur village d'origine, même si ces mouvements demeurent prudents et souvent temporaires. Les cultivateurs reprennent des parcelles abandonnées là où les risques sont jugés gérables, reconstruisant un rythme de travail encore fragile. L'incertitude persiste pourtant, car les zones les plus éloignées restent vulnérables aux fluctuations sécuritaires. Pour les acteurs économiques, l'impact se manifeste surtout dans la reprise partielle des marchés locaux. Dans les communes où les opérations de sécurisation ont été les plus visibles, les commerçants recommencent à relier les petits centres de négoce, profitant de la réouverture progressive des axes. Les échanges économiques demeurent réduits, mais ils réapparaissent suffisamment pour réactiver des circuits interrompus depuis longtemps. Les exploitations agricoles, lorsqu'elles fonctionnent de nouveau, assurent d'abord une production de subsistance avant de dégager, dans certains cas, de modestes excédents destinés aux marchés voisins. Cet essor reste cependant inégal. Là où les mouvements armés demeurent imprévisibles, les trajets commerciaux se resserrent immédiatement. Pour les administrations locales et les services publics, les effets se lisent à travers les tentatives de rétablissement partiel de fonctions essentielles. Dans quelques zones, des enseignants signalent le retour d'élèves après des mois d'absence dus à l'insécurité. Les services administratifs réévaluent l'état des communes et identifient les secteurs où une présence institutionnelle peut être réactivée. Les capacités restent toutefois limitées. Logistique difficile, communication irrégulière et manque de personnel formé. Malgré cela, chaque reprise, même minimale, sert de repère pour tester la faisabilité d'une réinstallation plus durable des services publics. Pour les dynamiques communautaires et régionales, les opérations influencent la circulation de l'information et la manière dont les habitants coopèrent entre eux. À mesure que la coordination entre équipes de sécurité et représentants communautaires s'améliore, certaines localités parviennent à identifier plus rapidement les menaces ponctuelles. Cela favorise des retours encadrés, mais renforce aussi la conscience des risques persistants dans les zones proches des frontières administratives. Les relations entre communautés restent marquées par la méfiance héritée de plusieurs années d'instabilité, ce qui limite les initiatives collectives à grande échelle.
Dans ce paysage mouvant, les décisions prises à Ouagadougou sous Ibrahim Traoré constituent un fil conducteur, mais leur impact dépend fortement de la capacité des acteurs locaux à ajuster leurs pratiques face aux variations du terrain. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité composite. Une série d'améliorations concrètes, mais vulnérables, où chaque groupe avance à un rythme différent selon ses besoins, sa localisation et sa marge de manœuvre. L'évolution des prochains mois au Burkina Faso peut être envisagée à travers 3 trajectoires distinctes, chacune dérivée des tendances observées depuis la fin d'octobre et des incertitudes qui persistent sur le terrain. Ces scénarios n'attribuent aucune probabilité. Ils servent uniquement de cadre d'analyse pour appréhender ce que les signaux actuels laissent entrevoir. Le scénario de base s'appuie sur l'hypothèse d'une continuité. Les opérations de sécurisation se poursuivent avec un rythme comparable à celui observé lors des semaines récentes. Certaines routes demeurent praticables par intermittence, permettant aux marchés locaux de fonctionner de façon irrégulière. Les familles déplacées reviennent par vagues limitées, suivant l'état réel des communes plutôt que des annonces générales. La coordination entre équipes de sécurité, autorités administratives et communautés progresse lentement, sans devenir totalement stable. Dans cette perspective, les groupes armés ne regagnent pas d'élan significatif, mais restent capables de perturber ponctuellement des zones sensibles. Le scénario optimiste repose sur un renforcement localisé des améliorations actuelles. Les opérations techniques, surveillance aérienne, reconnaissance au sol, intervention coordonnée, se consolident dans un dispositif plus cohérent. La réduction des marges de manœuvre des groupes armés ouvre la voie à une reprise plus stable des activités économiques dans plusieurs communes. Les marchés rouvrent de manière plus régulière et certaines exploitations agricoles retrouvent une capacité de production supérieure à la simple subsistance. Les administrations locales rétablissent partiellement des services essentiels permettant un fonctionnement plus prévisible des écoles, centres de santé ou réseaux d'approvisionnement. Cette dynamique exige cependant une continuité logistique, une coordination soutenue et une absence de rupture majeure dans les zones encore vulnérables. Le scénario pessimiste, enfin, part de l'éventualité d'une résurgence. Les groupes armés exploitent les segments non stabilisés pour reprendre l'initiative. Les routes rouvertes se ferment à nouveau, provoquant de nouveaux déplacements. Les opérations de sécurisation se dispersent, les unités devant se repositionner fréquemment, ce qui réduit la cohérence des avancées. Les marchés fonctionnent de manière sporadique, les écoles referment leurs portes et la pression sur les communautés augmente. Ce scénario met en évidence les fragilités structurelles. Géographie difficile, logistique irrégulière et capacité institutionnelle limitée. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation analytique s'impose. Observer les transformations non pas seulement à travers les événements visibles, mais à travers la régularité ou l'interruption des tendances locales, car ce sont elles qui indiqueront la direction réelle des mois à venir. Pour les habitants des centres urbains, les évolutions observées dans les zones rurales du Burkina Faso suscitent un intérêt mêlé de prudence. Leur regard se porte d'abord sur la continuité des échanges commerciaux, la disponibilité des biens essentiels et la stabilité des services éducatifs ou administratifs. Même lorsque les opérations améliorent la situation à distance, les citadins ressentent les fluctuations dès que les routes périphériques se ferment ou lorsqu'un marché régional peine à être approvisionné. Dans ce contexte, ils tentent de comprendre si les signaux positifs observés dans le nord peuvent réellement s'étendre vers les zones urbaines de manière durable. Pour les jeunes, souvent confrontés à l'interruption des études et à la rareté des opportunités, les changements récents sont perçus à travers un prisme différent. Là où des écoles ont pu rouvrir, même partiellement, le retour des élèves représente un soulagement tangible. Cependant, la continuité reste incertaine. Chaque amélioration peut être interrompue en fonction des dynamiques sécuritaires locales. Les familles évaluent régulièrement la possibilité de maintenir un rythme scolaire stable, sachant que les conditions peuvent évoluer en quelques jours. Pour les observateurs extérieurs, qu'ils se trouvent dans d'autres régions du pays ou suivent la situation à travers les rapports de terrain, le défi principal consiste à interpréter ces signaux fragmentés.
Les améliorations ponctuelles ne suffisent pas pour conclure à une stabilisation complète, mais elles témoignent d'un changement par rapport aux périodes antérieures marquées par l'immobilité quasi totale. Ces observateurs se concentrent sur la manière dont les tendances récentes servent d'indicateurs préliminaires. Retour prudent, réactivation des marchés, circulation plus fluide de l'information. Dans l'ensemble, une double suggestion peut aider à appréhender cette phase. Suivre régulièrement la manière dont les services essentiels se réinstallent et comparer l'évolution de la mobilité locale plutôt que de se fier uniquement à des annonces globales. Ce sont ces variations fines qui révèlent, plus que tout, la direction réelle du moment. La stabilisation progressive des zones touchées au Burkina Faso repose sur une séquence d'actions complémentaires, chacune nécessitant des responsabilités clairement réparties entre équipes de sécurité, autorités locales et communautés. La première étape consiste à consolider les zones ayant montré des améliorations. Les unités sur le terrain maintiennent une présence régulière, tandis que les administrations locales assurent la circulation d'informations fiables. L'indicateur principal est la capacité à garder ouverts, même partiellement, les axes rouverts depuis la fin d'octobre. La deuxième étape vise à restaurer les services essentiels. Les autorités locales, appuyées par les équipes logistiques régionales, évaluent l'état des écoles, centres de santé et marchés ayant fonctionné par intermittence. Leur rôle est d'organiser un retour progressif du personnel, même en effectif limité. Les indicateurs d'avancement incluent la fréquence des journées d'enseignement, la stabilité des approvisionnements et la capacité des marchés à fonctionner plusieurs fois par semaine. La troisième étape concerne l'appui direct aux communautés rurales. Les familles ayant repris des activités agricoles doivent bénéficier d'un accompagnement adapté, outils, assistance technique, dispositifs de protection de proximité. Les représentants communautaires assurent la coordination locale, en signalant les zones où la présence armée recule ou réapparaît. L'indicateur clé devient ici la continuité des activités productives sur plusieurs semaines consécutives. Enfin, une quatrième étape repose sur la circulation structurée de l'information reliant habitants, autorités et équipes de terrain. L'objectif est d'anticiper ces temps et d'anticiper les risques sans créer d'attentes irréalistes. Les réunions régulières et les remontées locales permettent d'ajuster les interventions et de prévenir les ruptures soudaines dans les progrès enregistrés. Ce mécanisme s'inscrit dans le cadre décisionnel établi à Ouagadougou sous Ibrahim Traoré, où la combinaison entre présence au sol, participation communautaire et coordination technique définit la cohérence d'ensemble. Un vrombissement continue à remplacer en quelques jours des mois de route déserte dans le nord du Burkina Faso. Alors que rien ne semblait bouger, la multiplication des survols de drones à la fin octobre a soudain coïncidé avec une réouverture partielle d'axes et une baisse notable des déplacements forcés, créant un contraste inattendu entre stagnation apparente et signaux de reprise. Dans ce paysage encore fragile, que signifie réellement ce basculement pour les habitants qui suivent les décisions prises à Ouagadougou sous Ibrahim Traoré? Et jusqu'où cette dynamique nouvelle peut-elle aller? Les évolutions observées dans le nord du Burkina Faso ouvrent une fenêtre rare, celle où les habitants commencent à mesurer, même timidement, l'impact concret des opérations récentes.